Et c'est Astrid Panosyan-Bouvet, candidate Renaissance, chef d'entreprise, ancienne conseillère d'Emmanuel Macron. Elle est dans la 4e circonscription de Paris. Elle est députée sortante. Elle est avec nous aujourd'hui pour faire le point sur la campagne et puis les thèmes qu'elle va développer, alors que bien sûr les élections se rapprochent et le débat aussi ce soir se rapproche entre Gabriel Attal, Manuel Bompard et Jordan Bardella. Bonjour Astrid Panosyan-Bouvet. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, petite présentation rapide, HEC, Sciences Po, Harvard, longue carrière chez Groupama, puis Unibail-Rodamco, c'est une multinationale de l'immobilier. Puis après, vous avez basculé en politique, est-ce qu'on peut le présenter comme ça? Et vous avez été élu en 2022, donc ça fait 2 ans que vous étiez, ça faisait 2 ans que vous étiez au Palais Bourbon. J'imagine que la dissolution, ça a dû vous tomber dessus, un peu comme la foudre. Oui, alors j'ai voulu rendre à mon pays ce que ce pays m'a donné. Et donc j'ai voulu mettre entre parenthèses une vie d'entreprise pour pouvoir me consacrer plus à l'intérêt général. Et effectivement, cette dissolution, ce n'est pas du tout comme c'est pas du tout comme une élection, une réélection normale. C'est-à-dire que tout s'arrête, tous les travaux s'arrêtent. On était en plein débat sur la fin de vie que vous avez ici sur cette antenne suivi abondamment. Et on se remet en campagne. Et en 2 ans, qu'estimez-vous avoir fait ? J'ai voulu, en tant que femme d'entreprise, en fait, j'ai sciemment choisi la commission des affaires sociales. Parce que je pense qu'on a ce besoin de fraternité et de rétablir cette éthique de la vulnérabilité au plus près des fragiles, en fait. Et donc, ça s'est vu je me suis beaucoup intéressée au sujet des malades, des accompagnants professionnels, je pense des aides à domicile aux professionnels hospitaliers, et des accompagnants familiaux. On en a 11 millions dans notre pays, dont 500 000 mineurs. Et j'ai l'impression qu'on plaque souvent de la vulnérabilité sur de la vulnérabilité. Donc ça, c'est vraiment un sujet sur lequel j'ai beaucoup travaillé quand j'étais à l'Assemblée nationale. Vous aviez constitué un groupe de travail ? Oui, j'avais constitué un groupe de travail parce que je trouvais que je trouve qu'en 2022, alors qu'on avait une majorité relative, on a perdu une occasion historique, et je parle de la majorité, de ne pas constituer cette culture du compromis de la coalition dès 2022. Au lieu de ça, on a fait du débauchage individuel, on a fait de la coalition texte par texte, mais on a perdu cette occasion d'avoir un vrai contrat de gouvernement avec la gauche modérée, la droite modérée, ce bloc central. Et donc, c'est avec ce groupe de travail transpartisan que j'avais créé, où on venait pas nécessairement des mêmes partis, mais on pensait ensemble et on faisait des propositions ensemble, notamment sur la question du travail des seniors. Parce que lors du débat sur les retraites, on a beaucoup parlé des retraites, mais on n'a pas parlé du ressenti du travail et également de la nécessité de pouvoir travailler plus longtemps dans un marché du travail où effectivement, quand on a 50 ans, 55 ans, on se sent souvent de trop, ce qui est totalement injuste et inefficace. Quel est le message que vous passez justement aux seniors aujourd'hui, si on est dans un état un petit peu de questionnement sur son avenir professionnel, Astrid Panosyan-Bouvet? Eh bien, je veux, moi, me battre pour que dans ce pays où on s'est habitué à ce que les seniors, depuis 50 ans, les premières pré-retraites, elles datent de Raymond Barre, ça ne rajeunit absolument personne, je veux leur dire qu'ils ont toute leur place dans l'entreprise. Mais ça veut dire qu'il faut anticiper beaucoup plus, notamment à partir de 45-50 ans, les questions de réorientation, de formation professionnelle. Il faut se battre pied à pied contre les discriminations de l'embauche aux seniors. Il faut savoir que quand on a plus de 55 ans, on a 3 fois moins de chances d'être convoqué à un entretien d'embauche que quand on est plus jeune. Et puis, ce sont des sujets, parce qu'on a un tiers des salariés de ce pays qui travaillent dans des conditions pénibles, les corps s'usent. Il faut aussi pouvoir parler de reconversion professionnelle, de formation professionnelle pour pouvoir anticiper et pour faire qu'à partir de 50 ans, 52 ans, on ne soit pas obligé de partir en retraite anticipée parce que les corps s'usent. Donc il y a plein de solutions. Ça se fait en Allemagne, ça se fait en Finlande. Je ne vois pas pourquoi patronat, syndicats, gouvernement et notamment parlementaires, on ne peut pas se mettre d'accord pour avancer là-dessus. Quand Jordan Bardella préconise la retraite à 60 ans pour les carrières qui ont été pénibles, est-ce que c'est quelque chose auquel vous êtes sensible? Est-ce que vous passez au-dessus des partis? Est-ce qu'il y a des sensibilités qui peuvent se retrouver sur des points ponctuels? Alors, c'est quelque chose qui existe déjà dans la retraite qui a été votée en 2023, puisqu'il y a moins de notes d'annuité pour ceux qui ont commencé à 16 ans et à 18 ans. Mais je pense qu'il faut effectivement travailler plus sur le nombre d'annuités, ça c'est un premier point, et aussi prendre en compte la pénibilité des métiers. Quand on est cadre ou quand on est ouvrier non qualifié, la relation au travail, l'usure des corps, elle est différente.
Je reviens sur la dissolution en tant que telle, puisque j'imagine que le soir de son annonce, vous avez dû être quelque peu stupéfaite. Vous avez conseillé Emmanuel Macron. Est-ce que vous vous attendiez à une telle décision? Alors, moi, j'ai été conseillère d'Emmanuel Macron lorsqu'il était ministre de l'économie. Où je conseillais notamment sur les sujets d'attractivité internationale vis-à-vis des investisseurs étrangers et puis pour rendre notre économie plus forte et plus attractive pour nos entrepreneurs de ce pays. Donc c'était en 2014-2015. Non, je ne m'attendais pas à cette dissolution puisque nous avions fait campagne sur le thème d'une élection qui était européenne et qui n'aurait pas d'implication nationale. Et je l'ai dit publiquement parce que je pense qu'il faut aussi, quand on est parlementaire, être libre dans sa parole. Je l'ai dit publiquement dès le lendemain que je ne comprenais pas les circonstances de cette dissolution. La dissolution, elle fait partie de la Constitution, bien entendu, mais c'est un dernier recours avant d'avoir tenté, effectivement, cette coalition, ce qui n'a pas été fait depuis 2022, et ce qui fait que aujourd'hui, eh bien, nos concitoyens que je rencontre, parce que je les rencontre beaucoup sur les marchés, dans les porte-à-porte, dans les réunions d'appartements, sont extrêmement inquiets. Ont l'impression que le pays est en train, pendant ces quelques semaines, ces quelques jours, de danser sur un volcan, avec une incertitude forte sur la stabilité de nos institutions, la stabilité de notre économie, la stabilité de nos alliances européennes et internationales. Et ça, je ne le comprends pas. Astrid Panossion-Bouvet, la 4e circonscription donc enveloppe une bonne partie du 17e arrondissement et puis une partie du 16e. Oui. Est-ce que c'est une circonscription qui traditionnellement était acquise au RPR, à l'UMP, puis elle a basculé. Aujourd'hui, c'est Geoffroy Boulard, le maire du 17e, qui se présente également. Comment voyez-vous l'équation électorale de cette circonscription ? Alors, c'est une circonscription qui a toujours d'abord que je qualifierais de modérée. Quand bien même l'extrême droite, la somme des extrêmes droites a fait 25% lors des élections européennes, mais c'est un électorat modéré, c'est une circonscription où il fait bon vivre, qu'on pourrait très paresseusement décrire comme les beaux quartiers. Or, dans les beaux quartiers, il y a aussi les aléas de la vie, il y a les divorces, il y a la maladie, il y a le chômage, il y a le handicap, il y a les violences intrafamiliales aussi. Ça, c'est un sujet sur lequel on travaille pas mal avec les commissariats des 16e et du 17e arrondissement. C'est un arrondissement où on a envie de tranquillité, là où il y a aussi, comme partout dans la société, un vrai sujet autour de la sécurité et d'une demande d'ordre. Donc et aussi des problématiques très particulières, la qualité des écoles publiques, l'accès aux soins, un vrai sujet autour des médecins généralistes, médecins traitants qui partent à la retraite, donc la difficulté quand on a son médecin qui part à la retraite. Donc voilà, moi j'ai pas envie de le qualifier des beaux quartiers. Je pense que c'est les préoccupations quotidiennes de beaucoup de nos concitoyens. L'évolution de la sociologie parisienne et la manière dont Paris, par la mairie de Paris, est organisée aussi. L'Ouest est quand même moins favorisé aujourd'hui qu'il ne l'était peut-être par le passé par la mairie centrale. Oui, alors moi je pense qu'il faut une mairie centrale. Et encore une fois, je ne veux pas. Moi, je pense qu'on est sur une élection nationale avec un enjeu existentiel. Donc là, on va parler de Paris parce que c'est... Mais pour moi, vraiment, l'enjeu, c'est ça, il ne faut pas mêler. Mais je pense que la mairie... C'est pas un enjeu local pour vous. Pour moi, ce n'est pas un enjeu local. Mais j'ai envie de dire que la mairie soit de droite, sous Chirac et Tibéri, ou que la mairie soit maintenant de gauche, je pense qu'elles sont toutes les deux eu ce biais de vouloir d'abord servir leurs arrondissements. Je pense que quand on est maire de Paris, on se doit d'avoir la politique la plus équitable qui soit, parce qu'on est d'abord parisien avant d'être un Parisien de l'Est ou de l'Ouest. C'est ce qui fait Paris. C'est Paris, comme dirait le slogan. Le débat qui a lieu ce soir, qu'est-ce que vous diriez à Gabriel Attal pour qu'il l'emporte sur ses deux concurrents ? Moi, je lui dirais, d'abord, je voudrais le remercier, Gabriel Attal, je voudrais remercier Édouard Philippe aussi, qui est venu dans ma circonscription me soutenir, c'est de revenir aux enjeux qui sont finalement de faire vivre la promesse républicaine. Et c'est aussi le sceau, moi, de ma campagne. C'est que quand on travaille, quand on respecte la règle et quand on respecte la loi, on doit pouvoir se construire une meilleure vie pour soi, pour ses enfants. Et donc, ça veut dire revaloriser le travail, réinvestir dans les services publics. Il a été un très grand ministre de l'Éducation nationale et on peut tous regretter qu'il ne l'ait pas été plus longtemps. Mais il a eu la compréhension très fine de comprendre que l'école, c'est fait pour transmettre les savoirs fondamentaux, c'est fait pour rétablir l'autorité de l'enseignant, c'est fait également pour attirer les meilleurs enseignants, les meilleurs hommes et femmes de notre pays à travers des meilleures conditions matérielles. Donc, réinvestir dans les services publics qui sont l'école et la santé. Et enfin,
une demande d'autorité et de sécurité face à l'anxiété qui peut aussi prendre nos citoyens. Mais Astrid Panosyan-Bouvet, quand vous dites autorité et que le Rassemblement national parle de Big Bang de l'autorité, on a l'impression que ce mot résonne davantage dans sa bouche que dans celui du bloc central. Écoutez, quand j'écoutais des extraits de la conférence de presse de Jordan Bardella sur l'éducation, j'avais plutôt l'impression qu'on était sur du copier-coller de ce que monsieur Gabriel Attal a fait depuis qu'il a été ministre de l'Éducation et ensuite Premier ministre. Donc on est quand même sur les mêmes thématiques et moi je pense que ces thématiques, que ce soit l'école, que ce soit la sécurité, que ce soit la santé, je préfère avoir une réponse républicaine, une réponse démocratique plutôt que des réponses qu'elles soient de Jordan Bardella ou de Jean-Luc Mélenchon. Le fait que Emmanuel Macron ait pris le risque de polariser l'élection en aboutissant à la réalité que ce bloc central pourrait perdre beaucoup de députés. C'est quand même un risque énorme aujourd'hui. Quel est dans votre esprit, quel calcul politique a-t-il fait ? Comment interprétez-vous ce geste politique en fait ? Moi, j'ai pas envie de m'intéresser ni à la psychologie, ni au verbatim. Je m'intéresse à la situation actuelle, au très grand risque que nous courons si l'une des deux extrêmes... c'est lui qui l'aura provoqué. Oui, mais moi, j'ai dit ouvertement, dès le lendemain de la dissolution, à 2 reprises, que je ne comprenais pas cette décision, qu'elle mettait nos concitoyens dans une très grande anxiété. La dissolution, c'est possible dans notre Constitution, mais je pense que ça doit être le recours ultime, avant d'avoir essayé une coalition de gouvernement. Donc moi, je ne la comprends pas. Je ne la comprends pas et je ne la comprends encore moins quand je vois l'anxiété et l'angoisse. Vous savez, la semaine dernière, j'ai rencontré un monsieur de 88 ans qui était un enfant caché. Voilà. Et qui me disait, mais qu'est-ce que je vais faire maintenant ? Qu'est-ce que je vais faire si c'est Mélenchon ? Qu'est-ce que je vais faire si c'est Bardella ? Un enfant caché, c'était... Un enfant caché, excusez-moi, monsieur. Un enfant caché pendant un monsieur juif qui était enfant caché pendant l'occupation. Voilà. Et ces larmes aux yeux de ce monsieur, c'est quelque chose qui... je ne comprends pas cette dissolution parce que ça place beaucoup de nos concitoyens, ceux que je rencontre, dans une angoisse. Et la politique, c'est pas fait pour faire de l'angoisse, c'est pas fait pour faciliter la vie des gens. Vous pensez que la résurgence de l'antisémitisme fera que ce monsieur a du souci à se faire ? Oui, de toute façon, il y a déjà une résurgence de l'antisémitisme, notamment venant de l'extrême gauche, de ce nouveau visage de l'antisémitisme, à travers l'importation du conflit de Gaza, à travers la délégitimation de l'État d'Israël, et à travers également la propagation aussi de tous les préjugés traditionnels de l'antisémitisme. Oui. C'est une question classique qu'on doit vous poser, Astrid Panosyan-Bouvet, dans le cadre d'une triangulaire, et le cas aussi, où vous auriez donc le nouveau Front populaire, le Rassemblement national et vous qui seriez en triangulaire, vous maintenez donc pour évidemment au second tour, ça fait pas de doute. Et si vous ne vous maintenez pas, mais s'il y a beaucoup de mobilisation, il y aura beaucoup de triangulaires, qu'est-ce que vous faites au second tour ? S'il y a un risque que l'extrême droite ou la LFI gagne, je sortirai bien entendu ma candidature. Mais pour l'instant, je reste tout à fait mobilisée. Mais je pense qu'il faut éviter... mais vous les renvoyez dos à dos ? Moi, je renvoie la LFI et le Rassemblement national dos à dos. Je pense que ce sont, sur le point de vue de la question de l'état de droit, que ce soit sur la question de la stabilité économique, que ce soit sur la question des grands postulats de notre politique étrangère, européenne, internationale et géostratégique, je pense que ce sont des dangers en termes de rupture par rapport à tout ce qu'on a construit en France depuis des décennies. Quand vous parliez tout à l'heure de l'esprit de coalition, vous pensez que cet esprit de coalition aurait donc pu aller jusqu'à englober Éric Ciotti, par exemple, et Raphaël Glucksmann ? Est-ce qu'on aurait pu aller aussi loin que ça ? Non, Éric Ciotti, je pense qu'il a... Avant ce qu'il a entrepris. Tout à fait. Moi, j'aurais souhaité... Vous savez, moi, dans mon groupe transpartisan, je peux le saluer, d'ailleurs, peut-être un député LR, Stéphane Viry, député LR des Vosges, d'Épinal. Je travaillais beaucoup aussi avec Yannick Neuder, un député LR de Grenoble, qui est cardiologue, qui a beaucoup travaillé sur l'amélioration de la formation des médecins pour qu'on arrête de marcher sur la tête dans ce pays et qu'on ait des Français qui aillent se former en Roumanie. Je travaillais avec Dominique Potier, un député socialiste de la Meuse. Voilà, on se mettait ensemble et on essayait de penser
ensemble sur des solutions très concrètes pour nos concitoyens. Et ça, on doit pouvoir le faire, que ce soit sur, encore une fois, le travail qui paye. On a un salaire médian de 2 000 euros dans notre pays. Salaire médian, ça veut dire qu'il y a 50% des gens qui travaillent dans notre pays qui gagnent moins de 2 000 euros. Ça, on doit pouvoir trouver des solutions, non pas en augmentant les salaires de plus de 10% comme le propose le Rassemblement national, non pas en augmentant le SMIC à 1 600 euros, mais en travaillant sur ce qui fait les trappes à pauvreté dans notre pays, qui font que quand vous voulez augmenter votre salarié de 100 euros en tant qu'employeur, ça vous coûte 500 euros en charge complète. Ça, c'est des sujets concrets sur lesquels on peut se mettre d'accord entre républicains modérés et socialistes modérés. Même chose sur la sécurité, même chose sur les services publics. Et pourquoi Emmanuel Macron n'a-t-il pas pris ces dispositions plus tôt, puisqu'il est quand même au pouvoir depuis 7 ans ? Eh bien, je le regrette profondément. Moi, je suis une femme d'entreprise. Mais vous ne dites pas pourquoi. Pourquoi il l'a pas fait ? Parce que il était plutôt dans une culture de débauchage individuel, dans une culture de compromis texte par texte. Parce que cette culture de la coalition et du compromis, cette culture du contrat de gouvernement, c'est quelque part assez étranger à la culture politique française, qui est plus dans le conflit, qui voit plus le compromis comme de la compromission, etc., etc. Moi, c'est sans doute mon passé de femme d'entreprise, ma culture scandinave, parce que j'ai une mère qui est norvégienne, et donc je sais comment ça fonctionne aussi, les cultures de coalition, qui me pousse maintenant à me dire que c'est la seule solution valable. Et mes 2 ans passés à l'Assemblée nationale. Vous êtes sensible aussi à la cause arménienne, Astrid Panosyan-Bouvet ? Je suis sensible à tous les états de droit qui sont menacés à travers le monde. Je suis sensible à la liberté religieuse et c'est pour ça que ce soit la question des Arméniens, que ce soit plus largement la question des chrétiens d'Orient. Mon père est arménien d'Istanbul, est né à Istanbul. Ce sont des questions auxquelles je suis très sensible et j'ai eu l'immense honneur d'accompagner le ministre de la Défense, Sébastien Lecornu, lorsque la France a signé en Arménie un traité d'assistance militaire pour aider la petite République d'Arménie face à des voisins très menaçants. Pourtant, on a l'impression qu'on n'en fait pas assez. On n'en fait pas assez, mais ce traité... Et que l'Azerbaïdjan a une diplomatie efficace. Il a une diplomatie tout à fait efficace et redoutable. Mais vous voyez, j'ai été invitée par le Congrès américain, par des sénateurs et la Chambre des représentants américains pour venir leur expliquer ce que la France fait aujourd'hui vis-à-vis de l'Arménie. Que ce soit ce traité d'assistance militaire qui était inimaginable dans un pays relevant de l'ancien bloc soviétique et de la zone d'influence russe, que ce soit aussi en ouvrant un consulat dans la zone sud à quelques kilomètres de la frontière azérie pour qu'on voit un drapeau français et européen de l'autre côté de l'Azerbaïdjan. Ce sont des choses à la fois efficaces et fortes symboliquement. Et donc la France, elle est aux côtés de l'Arménie et on aimerait que les Européens soient plus nombreux aux côtés de la France et aux côtés de l'Arménie. 2 dossiers à présent, rapidement, s'il vous plaît. Sur l'inscription de l'IVG dans la Constitution, quelle a été votre position ? Ma position, c'est que j'ai voté pour cette inscription de l'IVG dans la Constitution. Je pense que c'est un signal donné aussi au reste du monde. Et voilà. Après, moi, ce que je suis sensible, non pas au symbole, mais à l'effectivité. Je pense qu'aujourd'hui, on a 20% de nos concitoyennes qui doivent se déplacer hors de leur département pour avoir accès à l'IVG. On a eu aussi cette décision que je n'aurais pas votée si j'avais été députée dans la mandature précédente, d'allonger de 2 semaines les délais de possibilité d'avortement. Je pense que on allonge parce qu'il y a un vrai sujet d'accès et de prévention. Donc moi, j'aurais préféré qu'on puisse être sur l'effectivité de ce droit, parce que je crois que les femmes doivent disposer de leur propre corps, mais que ce droit soit effectif. Donc c'est bien de l'avoir dans la Constitution, c'est mieux de d'avoir la prévention et d'avoir la capacité de le faire le plus rapidement possible une fois que la décision est prise. N'est-ce pas la seule mesure, finalement, la mesure la plus symbolique, en tout cas la plus visible, qui restera de la mandature d'Emmanuel Macron, ou bien y a-t-il autre chose qui va rester dans l'esprit des Français ? Non, moi je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont rester quand même. Vous ne m'avez pas parlé d'une question qui est la question du chômage de masse. Il y a 10 ans, on en aurait parlé dans ce studio, le chômage de masse. Voilà. Ça, je ne dis pas que la question est derrière nous, mais le sujet n'est plus la première préoccupation des Français. L'ancrage européen également. Il y a 10 ans, la France était progressivement en train d'être
un partenaire comme un autre. Moi, je suis frappée de voir comment la voix d'Emmanuel Macron est suivie et entendue dans la plupart des pays européens et dans la plupart des capitales également occidentales. Ça, c'est quelque chose qui est important. Donc ça va rester. Que ce soit la question, effectivement, du travail, que ce soit la question de l'ancrage européen. On a parlé de Sébastien Lecornu, ministre de la Défense. On n'a pas parlé, par exemple, chose qui va rester aussi, du doublement des crédits alloués à la défense. Ce qui fait qu'on va avoir 2% de richesse nationale alloués aujourd'hui aux armées. Je pense que c'est quelque chose d'extrêmement important dans le contexte international que nous vivons. Sur la fin de vie, le texte est suspendu. Ah, il est carrément interrompu. C'est-à-dire qu'il n'est pas suspendu, c'est-à-dire qu'il faudra que... Donc ça ne reprendra pas en l'état? Non, ça ne reprendra pas en l'état. C'est une nouvelle chambre qui doit statuer. Le chef de l'État, qu'est-ce que vous lui dites sur ce dossier? Alors moi, j'ai pris position dans les colonnes du Figaro et dans le Monde. On a fait d'ailleurs des colonnes transpartisanes d'ailleurs entre députés de gauche et députés de droite. J'avais beaucoup de réserves. Vous savez... on ne vous dit pas « je veux mourir », on vous dit « je ne veux plus vivre dans ces conditions ». Et on est parce que la souffrance est là, et c'est vrai qu'il y a des souffrances qui ne peuvent pas être aujourd'hui altérées. On a envie de mourir et de ne pas vivre dans ces conditions parce qu'on se sent être une charge pour sa famille, ou parce qu'on se sent seul et qu'on n'a plus de sens à sa vie. Et je pense qu'on est dans un très très fragile équilibre, une ligne de crête entre la liberté et la fraternité. Et je me suis rendu compte, je le savais, mais ça m'a confirmé qu'entre cette ligne de crête, liberté, de fraternité, je pense que je pencherai toujours du côté de la fraternité. Parce que, au nom de nouveaux droits, tels que le droit à mourir, on met en danger nos plus vulnérables. Et on revient sur ce que je disais, qui est de parler aussi, dans ce monde de la performance, de l'éthique, de la vulnérabilité. C'est un courant minoritaire quand même dans la Macronie, cette position-là? C'était un courant minoritaire, voilà, mais je l'avoue. Et je pense que dans les contextes actuels, et c'est peut-être là-dessus que je voudrais souligner, c'est moins les chapelles partisanes, c'est moins les enjeux parisiens, vous m'avez parlé de Paris, que de quel bois sont faits les députés qu'on envoie à l'Assemblée nationale. Ceux qui sont capables d'être dans une culture du compromis, ceux qui sont capables aussi de se lever contre leur propre camp. Je l'ai fait sur la question de la fin de vie, sur des sujets qui sont absolument essentiels, et ceux qui sont capables de mettre d'abord, se lever pour des valeurs républicaines. Est-ce que ça sera possible de se parler, à votre avis, à l'Assemblée, dans la nouvelle physionomie qu'on ne connaît pas encore, mais on a l'impression qu'aujourd'hui, les choses sont vraiment très polarisées. Est-ce qu'au contraire, ça va se dégeler? On sera obligé d'aboutir à une situation plus orientée vers la coalition qu'elle ça ne l'est aujourd'hui. Ah mais je l'espère. Moi, je me bats pour ça, en tout cas. Et je ferai partie de ces députés qui seront en mesure de faire ce lien entre un Yannick Noder, un Stéphane Viry, s'ils sont élus, et un Jérôme Guedj qui courageusement refuse l'étiquette Nouveau Front Populaire au nom de sa très grande vigilance sur la question de l'antisémitisme et des questions républicaines. En même temps, mise en application. Non, justement. Et vous êtes au milieu. Non, ce n'est pas le en même temps. Le en même temps, c'est une moyenne un peu tiède. Je pense qu'on peut tout à fait. Non, c'est pas le en même temps. Pivot. C'est une logique de pivot qui existe dans beaucoup de pays européens. Je ne vois pas pourquoi nous, Français, ne serions pas capables aujourd'hui de l'appliquer. Merci beaucoup, Astrid Panosyan-Bouvet. Je rappelle que vous êtes candidate dans la 4e circonscription de Paris. Vous êtes députée sortante, chef d'entreprise. Merci d'avoir été notre invitée, d'avoir répondu à nos questions. Merci.